De Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Contes cruels, La machine à gloire. Quel chuchotement de toutes parts! Quelle animation mêlée d'une sorte de contrainte sur les visages! De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une nouvelle sans pareille dans les annales récentes de l'humanité. Il s'agit de la prodigieuse invention du baron Bottom, de l'ingénieur Bathybius Bottom. La prospérité se signera devant ce nom déjà illustre de l'autre côté des mers, comme au nom du docteur Grave et de quelques autres inventeurs, véritables apôtres de l'utile. Qu'on juge si nous exagérons le tribut d'admiration, de stupeur et de gratitude qui lui est dû. Le rendement de sa machine, c'est la gloire. Elle produit de la gloire comme un rosier des roses. L'appareil de l'éminent physicien fabrique la gloire. Elle en fournit, elle en fait naître d'une façon organique et inévitable. Elle vous en couvre, n'en voulut-on pas avoir, l'on veut s'enfuir et cela vous poursuit. Bref, la machine Bottom est spécialement destinée à satisfaire ces personnes de l'un ou l'autre sexe dites auteurs dramatiques, qui, privées à leur naissance par une fatalité inconcevable de cette faculté désormais insignifiante que les derniers littérateurs s'obstinent encore à flétrir du nom de génie, sont néanmoins jalouses de s'offrir contre espèce les myrtes d'un Shakespeare, les acanthes d'un Scribe, les palmes d'un Goethe et les lauriers d'un Molière. Quel homme, ce Bottom! Jugeons-en par l'analyse, par la froide analyse de son procédé au double point de vue abstrait et concret. 3 questions se dressent a priori. 1. Qu'est-ce que la gloire? 2. Entre une machine, moyen physique, et la gloire, but intellectuel, peut-il être déterminé un point commun formant leur unité? 3. Quel est ce moyen terme? Ces questions résolues, nous passerons à la description du mécanisme sublime qui les enveloppe d'une solution définitive. Commençons. 1. Qu'est-ce que la gloire? Si vous adressez pareille question à l'un de ces plaisantins faisant la parade sur quelque tréteau de journal et versé dans l'art de tourner en dérision les traditions les plus sacrées, sans doute il vous répondra quelque chose comme ceci. Une machine à gloire, dites-vous? Oh, au fait, il y a bien une machine à vapeur. Et la gloire elle-même est-elle autre chose qu'une vapeur légère, qu'une sorte de fumée, qu'une... Naturellement, vous tournerez le dos à ce misérable Janin dont les paroles ne sont qu'un bruit de la langue contre la voûte palatale. Adressez-vous à un poète. Voici à peu près la locution qui s'échappera de son noble gosier. La gloire est le resplendissement d'un nom dans la mémoire des hommes. Pour se rendre compte de la nature de la gloire littéraire, il faut prendre un exemple. Ainsi, nous supposerons que 200 éditeurs sont assemblés dans une salle. Si vous prononcez par hasard devant eux le nom de Scribe, prenons celui-là, l'impression électrisante que leur causera ce nom peut, d'avance, être traduite par la série d'exclamations suivantes, car tout le monde actuel connaît son Scribe. Cerveau compliqué, génie séduisant, fécond dramaturge, ah oui, l'auteur de l'honneur et l'argent, il a fait sourire nos pères. Scribe, 8, peste, oh oh, mais sachant tourner le couplet, profond sous un aspect riant, en voilà un qui laissait dire. Une plume autorisée, celle-là. Grand homme, il a gagné son pesant d'or et rompu aux ficelles du théâtre, etc., etc. Si vous prononciez ensuite le nom d'un de ses confrères, de Milton, par exemple, il y a lieu d'espérer que 1. Sur les 200 personnes, 198 n'auront certes jamais parcouru ni même feuilleté cet écrivain. 2. Que le grand architecte de l'univers peut
Seul savoir de quelle façon les deux autres s'imagineront l'avoir lu, puisque selon nous, il n'y a pas sur le globe terraqué plus d'100 d'individus par siècle, et encore capables de lire quoi que ce soit, voire des étiquettes de pots à moutarde. Cependant, au nom de Milton, il s'éveillera dans l'entendement des auditeurs à la minute même l'inévitable arrière-pensée d'une œuvre beaucoup moins intéressante au point de vue positif que celle de Scribe. Mais cette réserve obscure sera néanmoins telle que, tout en accordant plus d'estime pratique à Scribe, l'idée de tout parallèle entre Milton et ce dernier semblera d'instinct et malgré tout comme l'idée d'un parallèle entre un sceptre et une paire de pantoufles. Quelque pauvre qu'ait été Milton, quelque argent qu'ait gagné Scribe, quelque inconnu que soit demeuré Milton, quelque universellement notoire que soit déjà Scribe. En un mot, l'impression que laissent les vers, même inconnus de Milton, étant passés dans le nom même de leur auteur, ce sera ici pour les auditeurs comme s'ils avaient lu Milton. En effet, la littérature proprement dite n'existant pas plus que l'espace pur, ce que l'on se rappelle d'un grand poète, c'est l'impression dite de sublimité qu'il nous a laissée par et à travers son œuvre, plutôt que l'œuvre elle-même. Et cette impression, sous le voile des langages humains, pénètre les traductions les plus vulgaires. Lorsque ce phénomène est formellement constaté à propos d'une œuvre, le résultat de la constatation s'appelle la gloire. Voilà ce qu'en résumé répondra notre poète. Nous pouvons l'affirmer d'avance, même au tiers état, ayant interrogé des gens qui se sont mis dans la poésie. Eh bien, nous n'hésiterons pas à répondre, nous, et pour conclure, que cette phraséologie où perce une vanité monstrueuse est aussi vide que le genre de gloire qu'elle préconise. L'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Sommes-nous des dupes? Il s'agit d'examiner avec une simplicité sincère et par nous-mêmes ce qu'est la gloire. Nous voulons faire l'essai loyal de la gloire. Celle dont on vient de nous parler, personne parmi les gens honorables et vraiment sérieux ne se soucierait de l'acquérir, ni même de la supporter. Lui offrit-on d'être rétribué pour cela? Nous l'espérons, du moins, pour la société moderne. Nous vivons dans un siècle de progrès où, pour employer précisément l'expression d'un poète, le grand Boileau, un chat est un chat. En conséquence, et fort de l'expérience universelle du théâtre moderne, nous prétendons, nous, que la gloire se traduit par des signes et des manifestations sensibles pour tout le monde, et non par des discours creux plus ou moins solennellement prononcés. Nous sommes de ceux qui n'oublient jamais que tonneaux vides résonnent toujours mieux que tonneaux pleins. Bref, nous constatons et affirmons, nous, que plus une œuvre dramatique secoue la torpeur publique, provoque d'enthousiasme, enlève d'applaudissements et fait de bruit autour d'elle, plus les lauriers et les myrtes l'environnent, plus elle fait répandre de larmes et pousser d'éclats de rire, plus elle exerce, pour ainsi dire, de force une action sur la foule, plus elle s'impose enfin, plus elle réunit par cela même les symptômes ordinaires du chef-d'œuvre, et plus elle mérite, par conséquent, la gloire. Nier cela serait nier l'évidence. Il ne s'agit pas ici d'ergoter, mais de se baser sur des faits et des choses stables. Nous en appelons à la conscience du public, lequel, Dieu merci, ne se paie plus de mots ni de phrases, et nous sommes sûrs qu'il est ici de notre avis. Cela posé, y a-t-il un accord possible entre les deux termes en apparence incompatibles de ce problème de prime abord insoluble? Une pure machine proposée comme moyen d'atteindre infailliblement un but purement intellectuel. Oui,
L'humanité, il faut l'avouer, antérieurement à l'absolue découverte du baron, avait même déjà trouvé quelque chose d'approchant, mais c'était un moyen terme à l'état rudimentaire et dérisoire. C'était l'enfance de l'art, le balbutiement. Ce moyen terme était ce qu'on appelle encore de nos jours en termes de théâtre la claque. En effet, la claque est une machine faite avec de l'humanité et, par conséquent, perfectible. Toute gloire à sa claque, c'est-à-dire son ombre, son côté de supercherie, de mécanisme et de néant, car le néant est l'origine de toute chose, que l'on pourrait nommer en général l'entre-gens, l'intrigue, le savoir-faire, la réclame. La claque théâtrale n'en est qu'une subdivision. Et lorsque l'illustre chef de service du théâtre de la Porte Saint-Martin, le jour d'une première représentation, a dit à son directeur inquiet « Tant qu'il restera dans la salle un de ces gredins de payants, je ne réponds de rien », il a prouvé qu'il comprenait la confection de la gloire. Il a prononcé des paroles véritablement immortelles et sa phrase frappe comme un trait de lumière. Ô miracle! C'est sur la claque, c'est sur elle, disons-nous, et pas sur autre chose que Bottom a puissamment abaissé son coup d'œil d'aigle. Car le véritable grand homme n'exclut rien, il se sert de tout en dépassant le reste. Oui, le baron l'a régénérée, sinon innové, et il la fera enfin sanctionner, pour nous couvrir de l'expression même des journaux. Qui donc, surtout parmi le gros du public, a pénétré les mystères, les ressources infinies, les abîmes d'ingéniosité de ce Proté, de cet hydre, de ce briaré qu'on appelle la claque. Il est des personnes qui, avec le sourire de la suffisance, pourront trouver à propos de nous objecter que 1. La claque dégoûte les auteurs, 2. Qu'elle ennuie le public, 3. Qu'elle tombe en désuétude. Nous allons simplement leur prouver, à l'instant même, que si elles nous disent des choses pareilles, elles auront perdu une occasion de se taire qu'elles ne retrouveront peut-être jamais. 1. Un auteur dégoûté de la claque. D'abord, où est-il, cet homme-là? Comme si chaque auteur, le jour d'une première, ne renforçait pas encore la claque avec ses amis, autant qu'il le peut en leur recommandant de soigner le succès. Ce à quoi les amis, tout fiers de cette complicité, mon Dieu bien innocente, répondent invariablement en clignant de l'œil et en montrant leurs grosses bonnes mains franches. Comptez sur nos battoirs. 2. Le public ennuyé de la claque. Oui, et de bien d'autres choses qu'il supporte cependant. N'est-il pas destiné au perpétuel ennui de tout et de lui-même? La preuve en est sa présence même au théâtre. Il n'est là que pour tâcher de se distraire, le malheureux, et pour essayer de se fuir lui-même, de sorte que dire cela, c'est au fond ne rien dire. Qu'est-ce que cela fait à la claque que le public en soit ennuyé? Il la supporte, la stipendie, et se persuade qu'elle est nécessaire, au moins pour les comédiens. Passons. 3. La claque est tombée en désuétude. Quand donc fut-elle jamais plus florissante? Faut-il forcer le rire? Aux passages qui veulent être spirituels et qui vont faire long feu, on entend tout à coup, dans la salle, le petit susurrement d'un rire étouffé et contenu, comme celui qui contracte un diaphragme surchargé par l'ivresse d'une impression comique irrésistible. Ce petit bruit suffit parfois pour faire partir toute une salle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et comme on ne veut pas avoir ri pour rien ni s'être laissé entraîner par personne, on avoue que la pièce est drôle et qu'on s'y est amusé, ce qui est tout. Le monsieur qui a fait ce bruit coûte à peine un Napoléon. La claque? S'agit-il de pousser jusqu'à l'ovation quelques murmures approbatifs échappés par malheur au public? Rome est toujours là. Il y a le « oh ah oh !» Le « oh ah oh !» C'est le bravo poussé au paroxysme. C'est un abréviatif arraché par l'enthousiasme alors que transporté, ravi, le larynx oppressé, on ne peut plus prononcer du mot italien bravo que le cri guttural « oh !»
Cela commence tout doucement par le mot bravo lui-même, articulé vaguement par 2 ou 3 voix, puis cela s'enfle, devient bravo, puis grossit de tout le public trépignant et enlevé jusqu'au cri définitif de bravo, ce qui est presque de l'aboiement. C'est là l'ovation. Coût 3 pièces d'or de la valeur de 1 franc chacune. Encore la claque. S'agit-il, dans une partie désespérée, de détourner le taureau et de distraire sa colère? Le monsieur au bouquet se présente. Voici ce que c'est. Au milieu d'une tirade fastidieuse que récite la jeune première épouvantée du silence de mort qui règne dans la salle, un monsieur parfaitement bien mis, le carreau de vitre à l'œil, se penche en avant d'une loge, jette un bouquet sur la scène, puis, les 2 mains étendues et longues, applaudit avec bruit et lenteur, sans se préoccuper du silence général ni de la tirade qui l'interrompt. Cette manœuvre a pour but de compromettre l'honneur de la comédienne, de faire sourire le public toujours avide de l'égrillard. Le public, en effet, cligne de l'œil, on indique la chose à son voisin en se prétendant au courant, on regarde alternativement le monsieur et l'actrice, on jouit de l'embarras de la jeune femme. Ensuite, la foule se retire un peu consolée par l'incident de la stupidité de la pièce et l'on accourt derechef au théâtre dans l'espoir d'une confirmation de l'événement. Somme toute, demi-succès pour l'auteur, coût quelques 30 francs, non compris les fleurs, toujours la claque. En finirions-nous jamais si nous voulions examiner toutes les ressources d'une claque bien organisée? Mentionnons toutefois pour les pièces dites corsées et les drames à émotion, les cris des femmes effrayées, les sanglots étouffés, les vraies larmes communicatives, les petits rires brusques et aussitôt contenus du spectateur qui comprend après les autres un écu de 6 livres. Les grincements de tabatière aux généreuses profondeurs desquelles l'homme ému a recours, les hurlements, suffocations, bis, rappels, larmes silencieuses, menaces, rappels avec hurlements, ensu, marques d'approbation, opinions émises, couronnes, principes, convictions, tendances morales, attaque d'épilepsie, accouchement, soufflet, suicide, bruit de discussion, l'art pour l'art, la forme et l'idée, etc. Arrêtons-nous. Le spectateur finirait par s'imaginer qu'il fait lui-même partie de la claque à son insu, ce qui est d'ailleurs l'absolue et incontestable vérité, mais il est bon de laisser un doute en son esprit à cet égard. Le dernier mot de l'art est proféré lorsque la claque en personne crie « à bas la claque », puis finit par avoir l'air d'être entraînée elle-même et applaudie à la fin de la pièce comme si elle était le public réel et comme si les rôles étaient intervertis. C'est elle, alors, qui tempère les exaltations trop fougueuses et fait des restrictions. Statue vivante, assise en pleine lumière au milieu du public, la claque est la constatation officielle, le symbole avoué de l'incapacité où se trouve la foule de discerner par elle-même la valeur de ce qu'elle entend. Bref, la claque est à la gloire dramatique ce que les pleureuses étaient à la douleur. Maintenant, c'est le cas de s'écrier avec le magicien des 1001 nuits: qui veut changer les vieilles lampes pour des neuves? Il s'agissait de trouver une machine qui fût à la claque ce que le chemin de fer est au coche, et préserva la gloire dramatique de ces conditions de versatilités et d'aléas dont elle relève parfois. Il s'agissait, d'abord, de remplacer les côtés imparfaits, éventuels, hasardeux de la claque simplement humaine et de les perfectionner par l'absolue certitude du pur mécanisme. Ensuite, et c'était ici la grosse difficulté, de découvrir, en l'y réveillant à coup sûr dans l'âme publique, le sentiment grâce auquel les manifestations de gloire brute de la machine se trouveraient épousées, sanctionnées et ratifiées comme moralement valables par l'esprit même de la majorité. Là seulement était le moyen terme. Encore un coup, cela semblait impossible. Le baron Bottom n'a point reculé devant ce mot qui devrait être une bonne fois rayé du dictionnaire, et désormais, avec sa machine, l'acteur n'eut-il pas plus de mémoire qu'un linot, l'auteur fut-il l'hébétude en personne et le spectateur fut-il sourd comme un pot,
Ce sera un véritable triomphe. À proprement parler, la machine, c'est la salle elle-même. Elle y est adaptée. Elle en fait partie constitutive et elle y est répandue de telle sorte que toute œuvre, dramatique ou non, devient, en y entrant, un chef-d'œuvre. L'économie d'une salle telle qu'on la conçoit, d'après celle des théâtres actuels, est sensiblement modifiée. Le grand ingénieur traite à forfait, se charge de toutes les avances de transformation et défalque sur les droits des auteurs à 10% de rabais sur la claque ordinaire. Il y a des brevets pris et sociétés en commandite à New York, à Barcelone et à Vienne. Le coût de la machine pour son adaptation à une salle moyenne n'est pas très dispendieux. Il n'y a que les premiers frais d'assez importants, l'entretien d'un appareil bien conditionné n'étant pas onéreux. Les détails mécaniques, les moyens employés sont simples, comme tout ce qui est vraiment beau. C'est la naïveté du génie. On croit rêver, on n'ose pas comprendre. On en mord le bout de son index en baissant les yeux avec coquetterie. Ainsi, les petits amours dorés et roses des balcons, les cariatides des avant-scènes, etc., sont multipliés et sculptés presque partout. C'est à leur bouche, précisément, orifice de phonographe, que sont placés les petits trous à soufflet qui, mus par l'électricité, profèrent soit les « ouah, ouah », soit les cris, les « à la porte, la cabale », les rires, les sanglots, les bis, les discussions, principes, bruits de ta matière, etc., et tous les bruits publics perfectionnés. Les principes, surtout, dit Bottom, sont garantis. Ici, la machine se complique insensiblement et la conception devient de plus en plus profonde. Les tuyaux de gaz à lumière sont alternés d'autres tuyaux, ceux des gaz hilarants et d'acriphores. Les balcons sont machinés à l'intérieur, ils renforment d'invisibles points en métal destinés à réveiller au besoin le public, et nantis de bouquets et de couronnes. Brusquement, ils jonchent la scène de myrte et de laurier avec le nom de l'auteur écrit en lettres d'or. Sous chacun des sièges, fauteuils d'orchestre et de balcon, désormais adhérents au parquet, est replié, pour ainsi dire postérieurement, une paire de mains très belles en bois de chêne, construites d'après les plans de Desbarolles, sculptées à l'emporte-pièce et recouvertes de gants en double cuir de Vaupaille pour compléter l'illusion. Il serait superflu d'en indiquer la fonction ici. Ces mains sont scrupuleusement modelées sur le fac-similé des patrons les plus célèbres afin que la qualité des applaudissements en soit meilleure. Ainsi, les mains de Napoléon, de Marie-Louise, de Madame de Sévigné, de Shakespeare, de Duterrail, de Goethe, de Chaplin ou du Dante, décalquées sur les dessins des premiers ouvrages de Chiromancie, ont été choisis de préférence comme étalons et types généraux à confier au tourneur. Des bouts de canne, nerfs de bœuf et bois de fer, des talons en caoutchouc bouilli, ferrés de forts clous, sont dissimulés dans les pieds mêmes de chaque siège, mus par des ressorts à boudin. Ils sont destinés à frapper alternativement et rapidement le plancher dont les ovations rappellent et trépignements. À la moindre interruption du courant électro-aimant, la secousse mettra tout en branle, avec un ensemble tel que jamais de mémoire de claque on n'aura rien entendu de pareil. Cela croulera d'applaudissements, et la machine est si puissante qu'au besoin elle pourrait faire crouler littéralement la salle elle-même. L'auteur serait enseveli dans son triomphe, pareil au jeune Captal de Buch après l'assaut de Ravenne et que pleurèrent toutes les femmes. C'est un tonnerre, une salve, une apothéose d'acclamations, de cris, de bravis, d'opinions, de ouah, ouah, de bruits dans tout genre, même inquiétants, de spasmes, de convictions, de trépidations, d'idées et de gloire, éclatant de tous les côtés à la fois, aux passages les plus fastidieux ou les plus beaux de la pièce sans distinction. Il n'y a plus d'aléas possible. Il se passe alors ici le phénomène magnétique indéniable qui sanctionne ce tapage et lui donne la valeur absolue. Ce phénomène est la justification de la machine à gloire qui sans lui serait presque une mystification. Le voici, c'est là le grand point, le trait hors ligne, l'éclair éblouissante et géniale
de l'invention de Bottom. Remémorons-nous avant tout, pour bien saisir l'idée de ce génie, que les particuliers n'aiment pas affronter l'opinion publique. Le propre de chacune de leurs âmes est d'être convaincu quand même de cet axiome d'El Berceau, cet homme réussi, donc, en dépit des sots et des envieux, c'est un esprit glorieux et capable, imitons-le si nous le pouvons et soyons de son côté à tout hasard, ne fût-ce que pour ne pas avoir l'air d'un imbécile. Voilà le raisonnement caché, n'est-il pas vrai, dans l'atmosphère même de la salle. Maintenant, si la claque enfantine dont nous jouissons suffit aujourd'hui pour amener les résultats d'entraînement que nous avons signalés, que sera-ce avec la machine, étant donné ce sentiment général, le public les subissant déjà tout en se sachant fort bien la dupe de cette machine humaine, la claque les éprouvera ici d'autant mieux qu'ils lui seront inspirés cette fois par une vraie machine. L'esprit du siècle, ne l'oublions pas, est aux machines. Le spectateur, donc, si froid qu'il puisse être, en entendant ce qui se passe autour de lui, se laisse bien facilement enlever par l'enthousiasme général. C'est la force des choses. Bientôt, le voici qui applaudit à tout rompre et de confiance. Il se sent, comme toujours, de l'avis de la majorité, et il ferait alors plus de bruit que la machine elle-même s'il le pouvait de crainte de se faire remarquer. De sorte, et voilà la solution du problème. Un moyen physique réalisant un but intellectuel. Que le succès devient une réalité, que la gloire passe véritablement dans la salle et que le côté illusoire de l'appareil Bottom disparaît en se fusionnant positivement dans le resplendissement du vrai. Si la pièce était d'un simple agota ou de quelque cuistre tellement baveux que l'audition même d'une seule scène en fût impossible, pour parer à tout aléa, les applaudissements ne cesseraient pas du lever à la chute du rideau. Pas de résistance possible. Au besoin, des fauteuils seraient ménagés pour les poètes avérés et convaincus de génie, pour les récalcitrants en un mot et la cabale. La pile, en envoyant son étincelle dans les bras des fauteuils suspects, ferait applaudir de force leurs habitants. L'on dirait « il paraît que c'est bien beau », puisque eux-mêmes sont obligés d'applaudir. Inutile d'ajouter que si cela faisait jamais, grâce à l'intempestive intervention, il faut tout prévoir de quelques chefs d'État mal avisés, représenter aussi leurs ouvrages sans coupure, collaborateurs éclairés ni immixtion directoriale, la machine, par une rétroversion due à l'inépuisable et vraiment providentielle invention de Bottom, saurait venger les honnêtes gens. C'est-à-dire qu'au lieu de couvrir de gloire, cette fois, elle huerait, brairait, sifflerait, ruerait, coasserait, glapirait, conspirait tellement la pièce qu'il serait impossible d'en distinguer un traître mot. Jamais, depuis la fameuse soirée du Tannhauser à l'Opéra de Paris, on n'aurait entendu chose pareille. De cette façon, la bonne foi des personnes bien et surtout de la bourgeoisie ne serait pas surprise, comme il arrive hélas trop souvent. L'éveil serait donné tout de suite, comme jadis au Capitole lors de l'attaque des Gaulois. 20 androïdes sortis des ateliers d'Edison à figure digne, à sourire discrète et entendu, la brochette choisie à la boutonnière sont d'attache à la machine. En cas d'absence ou d'indisposition de leur modèle, on les distribuerait dans les loges avec des attitudes de mépris profond qui donneraient le ton aux spectateurs. Si par extraordinaire ces derniers essayaient de se rebeller et de vouloir entendre, les automates crieraient au feu, ce qui enlèverait la situation dans un meurtrier tohu-bohu d'étouffement et de clameurs réelles. La pièce ne s'en relèverait jamais. Quant à la critique, il n'y a pas à s'en préoccuper. Lorsque l'œuvre dramatique serait écrite par des gens recommandables, par des personnes sérieuses et influentes, par des notabilités conséquentes et de poids, la critique, à part quelques purs insociables et dont les voix perdues dans le tumulte ne feraient qu'en renforcer le vacarme, se trouverait toute conquise. Elle rivaliserait d'énergie avec l'appareil Bottom. D'ailleurs, les articles critiques confectionnés à l'avance sont aussi une dépendance de la machine. La rédaction en est simplifiée par un triage de tous les vieux clichés rhabillés et revernis à neuf qui sont lancés par des employés Bottom, à l'instar des moulins à prière des Chinois, nos précurseurs en toutes choses du progrès.
L'appareil Bottom réduit à peu près de la même manière la besogne de la critique. Il épargne ainsi bien des sueurs, bien des fautes de grammaire élémentaire, bien des coques à l'âne et bien des phrases vides qu'emporte le vent. Les feuilletonistes amateurs du doux farniente pourront traiter avec le baron à son arrivée. Le secret le plus inviolable est assuré en cas d'un puéril amour-propre. Il y a prix fixe, marqué en chiffres connus en tête des articles, c'est tant par mot de plus de 3 caractères. Quand l'article est glorieux pour le signataire, la gloire se paie à part. Comme régularité de ligne, comme œil, comme logique stricte et comme mécanique filiation d'idées, ces articles ont, sur les articles faits à la main, la même et incontestable supériorité que, par exemple, les ouvrages d'une machine à coudre ont sur ceux de l'ancienne aiguille. Il n'y a pas de comparaison. Que sont les forces d'un homme aujourd'hui devant celles d'une machine? C'est surtout après la chute du drame d'un grand poète que les bienfaisants effets de ces articles Bottom seraient appréciables. Là serait, comme on dit, le coup de grâce, comme choix et lessivages des plus décrépites, tortueuses, nauséabondes, calomnieuses et baveuses platitudes gloussées au sortir de l'égout natal, ces articles ne laisseraient vraiment plus rien à désirer au public. Ils sont tout prêts, ils donnent l'illusion complète. On croirait, d'une part, lire des articles humains sur les grands hommes vivants, et d'autre part, quel fini dans le venimeux, quelle quintessence d'abjection. Leur apparition sera certainement l'un des grands succès de ce siècle. Le baron en a soumis quelques spécimens à plusieurs de nos spirituels critiques. Ils en soupiraient et en laissaient tomber la plume d'admiration. Cela exude à chaque virgule, cette impression de quiétude qui émane, par exemple, de ce mot délicieux que, tout en s'éventant négligemment de son mouchoir de dentelle, le marquis de D, directeur de la Gazette du Roi, disait à Louis XIV « Sire, si l'on envoyait un bouillon au grand Corneille qui se meurt ». La chambre générale du grand clavier de la machine est installée sous l'excavation appelée au théâtre le Trou du Souffleur. Là se tient le préposé, lequel doit être un homme sûr, d'une honorabilité éprouvée et ayant l'extérieur digne d'un gardien de passage, par exemple. Il a sous la main les interrupteurs et les commutateurs électriques, les régulateurs, les éprouvettes, les clés des tuyaux de gaz proto et bioxyde d'azote, effluves ammoniacaux et autres, les boutons de ressort des leviers, des bielles et des moufles. Le manomètre marque tant de pression, tant de kilogrammètres d'immortalité. Le compteur additionne et l'auteur dramatique paie sa facture, que lui présente quelques jeunes beautés en grand costume de renommée et entourées d'une gloire de trompette. Celle-ci remet alors à l'auteur en souriant, au nom de la postérité et aux lueurs d'un feu de Bengale olive, couleur de l'espérance, lui remet, disons-nous, à titre d'offrande, un buste ressemblant, garanti, nimbé et lauré, le tout en béton aggloméré système Coignet. Tout cela peut se faire à l'avance, avant la représentation. Si l'auteur tenait même à ce que sa gloire fût non seulement présente et future, mais fût même passée, le baron a tout prévu. La machine peut obtenir des résultats rétroactifs. En effet, des conduits de gaz hilarants, habilement distribués dans les cimetières de premier ordre, doivent chaque soir faire sourire de force les aïeux dans leurs tombeaux. Pour ce qui est du côté pratique et immédiat de l'invention, les devis ont été scrupuleusement dressés. Le prix de transformation du Grand Théâtre à New York en salle sérieuse n'excède pas 15 000 $. Celui de La Haye, le baron en répondrait moyennant 16 000 crowns. Moscou et Saint-Pétersbourg seraient aptes moyennant 40 000 roubles environ. Les prix pour les théâtres de Paris ne sont pas encore fixés, Bottom voulant être sur les lieux pour bien s'en rendre compte. En somme, on peut affirmer désormais que l'énigme de la gloire dramatique moderne, telle que la conçoivent les gens de simple bon sens, vient d'être résolue. Elle est maintenant à leur portée. Ce sphinx a trouvé son Oedipe.